Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle session coaching. Alors on est déjà au 11e épisode de la série coaching. Je vous rappelle que chaque épisode sont complémentaires les uns des autres. Donc évidemment, pour que cette série coaching ait du sens, allez faire un tour sur les 10 autres épisodes. Chaque épisode vous propose des méthodes, des stratégies différentes, des petits tips, des tuyaux. Et à chaque fois, c'est du live trading. Donc, allez-y à consommer sans modération. Alors, au sommaire de cette vidéo, on va voir ensemble le petit trade du week-end qui a rapporté 5 000 $, un peu plus, 5 400. On va se faire le plaisir de le fermer ensemble entre nous. Et ensuite, comme promis, un fail. Pourquoi? Parce que je vous ai promis qu'il y aurait aussi des fails. Alors forcément, ce n'est pas les plus gratifiants pour moi de vous les montrer, mais évidemment, pour être pédagogue jusqu'au bout, je vous montre aussi les fails. Alors ça a été un petit fail à 1800 $ tout de même, donc c'est pas rien non plus. Donc oui, il y a des fails et on verra ensemble, donc en deuxième temps, ce fail. Alors, on va reprendre sur notre ami ETC, qui est lui celui qui a rapporté donc 5 000 $, 5 400, donc ça reste un trade onéreux. On va reprendre le tout du début jusqu'à la fin et derrière, on va le clôturer en grosse partie ensemble. Pourquoi? Parce qu'on arrive déjà sur le support. Est-ce que derrière, on pourrait aller chercher éventuellement les 22? Pourquoi pas d'ailleurs, hein, on pourrait s'amuser, je pourrais essayer de m'amuser à laisser une partie de la position. Pourquoi pas, ça peut être tentant. Pour voir si par la suite, on termine par aller chercher ici les 22. D'accord? Mais déjà, en tout cas, la majorité de mon argent a été fait là-dessus. Donc, je ne cherche pas non plus la lune. Je suis déjà plus que satisfait. Et d'ailleurs, on arrive pas encore. On a un peu de temps, mais on arrive en tout cas sur un support. Alors, on revient sur ce setup qui a été pris ce vendredi, donc vendredi extrêmement volatile, hein. C'était une session du coup à pas rater et donc qui nous a offert un bon pump and dump. Comme d'habitude, à chaque fois hein, qu'il y a des discours, Powell, etc., ça engrange de la volatilité. C'est pas forcément facile à trader dans le sens, ça va dans les deux sens. Donc, si on avait raison dans un sens, on a vite eu tort dans un autre. Donc, ça va extrêmement vite. Alors, comme point de repère, j'avais ici ce sommet des 38 $. Sur ce sommet des 38 $, j'avais placé une alerte. Pourquoi je place une alerte? Parce que je veux savoir. Pourquoi? Rappelez-vous, je vous parle souvent de réaction. J'ai besoin de savoir la réaction qu'il y aura sur des sommets et des creux. Tout ça, c'est uniquement 100% de l'observation. Si on observe, si on prend le temps d'observer, on le remarque. Donc à chaque fois, je vous dis, j'ai besoin d'informations de marché pour pouvoir rentrer. Qu'est-ce qu'on avait précédemment? On avait cette énorme divergence hein, qui a bien démarré déjà le 25 août. Donc divergence. On va en parler brièvement. Est-ce que c'est pour moi un outil que j'utilise pour trader à 100%? Non. Les divergences me servent de repère, me servent tout simplement de confirmation à une éventuelle idée que j'ai ou me servent potentiellement de repère. Mais ce n'est pas une divergence qui va me faire shorter. Pourquoi? Parce que malheureusement, une divergence n'est pas assez puissante pour être un signal à proprement parler. Donc, il y avait aussi cette divergence. Donc, elle n'était pas encore présente en 4 heures. Hein. On a à peine su aller chercher ici la zone des 63. En 2 heures, elle était elle aussi présente. Donc, j'avais déjà, hein, on va dire, ces informations qui m'étaient données. Quelles autres informations j'avais en 1 heure pour quelqu'un qui observe? Donc, d'abord ici, ce dernier sommet qu'on a vu, hein, qui a tout simplement donné lieu à plusieurs échecs. D'accord? 1, 2, 3 échecs. Début de correction et pump. Donc, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve déjà sur une zone qui a servi précédemment. Où est-ce que c'est cette zone? Vous voyez qu'ici, on a eu un support bien technique, bien marqué ici. On a eu une résistance, 1, 2, 3, 4, 5 points de contact. Donc, on voit une zone de réactivité. Qu'est-ce qu'une zone de réactivité? Regardez bien, toutes les petites mèches ici qui se trouvent là, on réagit sur ce niveau technique. Donc, 38 $ est un niveau technique, 38,40 est un niveau indispensable. Donc, vous voyez que déjà, on avait commencé à avoir, on va dire, de la réaction ici sur le niveau des 38. Et derrière, pendant
le discours, on a eu le pump qui allait nous conduire directement ici sur ce dernier sommet. Quelle autre information on a eu juste là? Pour moi, cette information est assez puissante pour me dire, voilà, qui a un setup à prendre. Alors, est-ce que directement on rentre avec un ordre ici qui attend, avec un potentiel stop loss d'un coup? Personnellement, je ne le fais pas comme ça. On pourrait, d'accord? Mais dans ces cas-là, on prend le risque de tout simplement prendre un stop loss qui ferait mal et donc, ce n'est pas une bonne idée. Donc, personnellement, comment je l'ai joué? J'ai attendu la réaction. Donc, on l'a eu. J'ai eu mon alerte qui a sonné. Donc, évidemment, j'étais aussi là. J'étais près des écrans. Ça aide forcément. On aurait pu rentrer plus tard. Et j'ai attendu la réaction. Réaction baissière. Deuxième tentative, échec. Et là, au moment où on a commencé à buter, c'était le moment de prendre le trade. Alors, on aurait pu le prendre encore mieux placé que ce que j'ai. Par exemple, on voit que déjà, si on arrive à se placer là, on a déjà un méga trade en termes de ratio gain-perte. Tout ce qui compte, rappelez-vous, c'est combien on perd pour combien on gagne. Ne l'oubliez pas. Donc ici, par exemple, mon invalidation, où est-ce qu'elle était? Donc comment définir une invalidation? Vous allez voir que je ne suis pas du tout quelqu'un qui me prend la tête en termes d'invalidation. Donc, on se remet en 1 heure pour avoir l'invalidation, on va dire, un peu plus claire. Donc, globalement, où est-ce que le prix a réagi de façon assez violente? Ou quel est l'ancien sommet avant la chute? Donc, on voit que potentiellement, ici, à 38, pour être très précis, à 38,84, c'était le dernier sommet avant la chute en 2 heures. Donc, je me dis que j'ai déjà tout ça qui pourrait éventuellement me protéger en cas d'échec. Donc, par exemple, mon stop loss était un poil au-dessus. On se place ici, donc mon stop loss est placé. J'ai plus qu'à attendre mon entrée. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, j'ai pas encore les informations nécessaires pour me placer. Alors, on va se remettre dans le feu de l'action, comme ça, on sera encore plus motivé. Première réaction, on l'a vu ici ensemble. Pourquoi je zoome ici sur des unités de temps plus courtes? Parce que derrière, vous voyez qu'on voit beaucoup mieux la réaction. On voit beaucoup mieux les zones de réactivité. Et ça, pour moi, c'est excessivement important. Donc, on va bien le noter ici. Ce sommet à 38,11 était important. Pourquoi? Parce que c'est là que le prix a commencé à réagir avant. Donc, ici, j'ai eu ma première indication d'un rejet. Donc, on laisse par exemple de la price action se dessiner. Vous voyez que ça allait extrêmement vite. D'abord, grosse correction violente. On réagit à la hausse de façon assez violente. On revient chercher à nouveau ce niveau. Vous voyez la mèche directement ici. Donc, on voit qu'on réagit très très vite sur le niveau. Et là, on vient casser ce creux. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai tenté de chercher une entrée. J'aurais pu la chercher là, en toute franchise. J'étais pas assez vif parce qu'il y avait aussi d'autres trades en cours, etc. Donc, d'abord, je me suis placé là. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai cherché un point d'entrée. Est-ce que j'ai été extrêmement efficace dans la recherche du point d'entrée? Est-ce que je me suis pris la tête? Vraiment pas. Pour le coup, qu'est-ce que j'ai essayé de chercher? J'ai essayé de chercher des zones qui ont potentiellement déjà bien servi. Vous voyez qu'ici, on a plein de price action qui s'est fait ici. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai placé mon entrée, j'ai attendu. Et derrière, on voit que j'avais ici mon stop loss compris ici. Et comme objectif, qu'est-ce que je pouvais prendre comme objectif? Eh bien, c'est encore une fois pareil, je ne me prends pas la tête sur les objectifs. D'abord, un beau premier objectif sur cette zone. Pourquoi cette zone? Vous voyez qu'ici, le prix a réagi déjà beaucoup de fois. Donc, j'ai tenté d'abord une sortie là. Si le trade se passe bien, j'aurais tenté une autre sortie. Où est-ce que j'ai mis cette autre sortie? Je l'ai mis tout simplement ici. Vous voyez que cette ancienne zone de résistance pourrait potentiellement devenir support. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On a d'abord eu un support et ensuite on a fini par céder le support. Donc en fait ici, je suis sorti une première fois ici, 25% de la position. Une deuxième fois ici, 25% de la position. Et derrière, le trade s'est très bien déroulé. Donc, je suis allé chercher ici cet ancien support. Et là, j'ai sorti 25% de la position. Là, il me reste plus qu'on va dire les derniers 10%. Et donc, voilà, je vais clôturer ce trade. Je vais pourquoi pas laisser un peu. Pourquoi pas, je ne suis pas pressé non plus. Je peux laisser encore quelques miettes tourner pour que si réellement ici, par exemple, on s'affranchit de ce support qu'on n'a pas réussi, eh bien, je puisse clôturer. Donc, vous voyez que ça fait un trade excellent, puissant.
Alors, il y a une chose à comprendre. C'est que certes, dans mon explication, c'est facile. Certes, ce que je fais sont des techniques qui se reproduisent. Mais n'oubliez pas l'expérience qu'il y a derrière. J'ai quand même accumulé plusieurs années d'expérience pour rendre ça, entre guillemets, beaucoup plus facile. Donc, ne vous frustrez pas. C'est tout à fait normal de mettre du temps. Je peux vous dire et je peux vous promettre en toute confidence et confiance que j'ai perdu des sommes énormes en trading. Et j'ai perdu des sommes énormes en tentant des choses. Donc, c'est pour ça que derrière, finalement, maintenant, après avoir essayé de multiples choses, je me permets tout simplement d'avoir des strates qui me sont appropriées, que j'essaye derrière aux élèves de transmettre. Mais il y a énormément d'observation de votre part, d'observation, de persévérance et de comprendre que finalement, être bon en trading, c'est quelqu'un qui a su se prendre plus de claques que quelqu'un d'autre. Sauf que cette personne, elle n'a pas abandonné. Dites-vous bien que c'est comme ça le chemin de l'apprentissage du trading. Ça demande de se prendre des claques. Alors oui, une fois qu'on a pris un certain nombre de claques, eh bien éventuellement on arrive à faire partie de cette minorité. Mais il faut souffrir. Je vous le répète, il faut souffrir. Derrière, est-ce que ça en vaut la chandelle? Moi, je pense que oui. Est-ce que tout le monde est capable? Non. D'accord? Tout le monde n'est pas capable. Mais ce que je dis souvent aux élèves, c'est que si ça vous plaît, si vous pensez que c'est fait pour vous, si vous pensez que ce domaine est le vôtre, alors donnez tout. Alors, si vous avez déjà un travail, je vous invite à le garder. Pourquoi? Parce que derrière, si on a une situation financière périlleuse, c'est quasi impossible d'être bon en trading. Pourquoi? Parce que derrière, ça sera très difficile d'avoir les reins solides pour tenir. Si on doit dépendre de ce qu'on gagne en trading pour manger, pour se nourrir, pour se loger. Donc, je vous en prie, brûlez pas d'étapes. D'abord, gardez votre travail, faites-vous les dents. Et ensuite, on passera éventuellement à l'étape supérieure. Alors, comme promis, on passe à un fail. Alors évidemment, n'oubliez pas, perdre, c'est jamais agréable. Perdre en public, c'est encore moins agréable. Et vous montrer comment j'ai perdu, c'est encore moins agréable. Mais soyons pédagogues jusqu'au bout. Je vous ai promis une perte, je vous envoie une perte. 1800 $ par rapport à la semaine, ça a été, je crois, 2 trades perdants. Non, 3 trades perdants parce que finalement j'ai acheté 2 fois les move contracts sur FTX et sur Delta, donc les contrats sur la volatilité, et il s'est passé aucune volatilité, donc je me suis pris ça dans les dents. Ça fait mal, plusieurs clôtures derrière sur les move contracts, vu que j'ai une probabilité de réussite assez importante quand j'utilise la stratégie. Eh bien, je me suis permis, on va dire, un pourcentage un peu plus élevé que d'habitude en perte. Et donc, je me suis pris 2 pertes d'affilée. Donc, un pourcentage plus élevé que la moyenne. Donc, ça m'a fait mal. Derrière, heureusement, il y a plein de trades qui ont, ou plusieurs en tout cas, plein, ça serait évidemment exagéré. Il y a eu quand même, je pense, au total une quinzaine de trades cette semaine de mon côté. Donc, ça nous fait à peu près 3-4 perdants sur 15. Donc, ça reste tout à fait honorable. Ce n'est pas les conditions les plus faciles. Donc, vous ne m'avez pas donné un marché facile depuis que je suis rentré de vacances. C'était bien plus facile en juillet. En juillet, ça répondait proprement et c'était vraiment ultra agréable de trader en juillet. Là, on recommence dans des conditions un peu féroces où le marché se retourne plusieurs fois dans la même journée. Et donc là, ça commence à devenir, on va dire, un peu plus challenge de trader. Donc le fail s'est fait sur un altcoin. Je vous rappelle que quand on trade les altcoins, c'est important de comprendre ce qui se passe sur le BTC. Pourquoi? Parce que les altcoins dépendent du BTC. Alors évidemment, le BTC s'est pris une sale claque. Donc il a pump, puis il a dump. Et forcément, les altcoins ont pris cher. D'ailleurs, les altcoins ont pris plus cher et prennent toujours plus cher dans les baisses que le Bitcoin. Le Bitcoin, dites-vous bien qu'il est servi. Les gens, les gros investisseurs se servent du Bitcoin comme hedge. Donc c'est lui qui chute le moins parmi tous les actifs crypto, entre guillemets. Alors à des exceptions près, etc. Mais globalement, le Bitcoin chute de quelques pourcents alors que certains altcoins 20, 30, 40%. Donc c'est pour ça que finalement trader le Bitcoin, ou en tout cas ceux qui tradent le Bitcoin, on a tout simplement plus de sécurité en termes de potentiel baisse ou hausse. Donc oui, certes, il faut un peu plus de marge pour trader le Bitcoin, mais derrière au moins on n'a pas souci à de grand chose d'autre. Alors quand on trade des altcoins, il faut savoir où se positionne le BTC. Pourquoi? Parce que si on a un super setup et que derrière le BTC chute violemment, le setup il sert plus à rien. Donc
On fait un peu de mémoire, on va revenir un peu dans le passé, on va revenir un peu sur les graphes et on va revenir du coup sur mon fail. Alors comme d'habitude, on se remémore un peu de price action, on repart un peu dans le bain, dans le jus, on reprend où est-ce qu'on en était. Donc si on regarde ici sur cet actif, le OP, c'est lui qui a un des mieux performés de cet été. Alors évidemment, vous allez me chercher quelques petites pépites à droite à gauche qui ont aussi bien performé, mais l'animal nous a fait quand même 400% de hausse sur le mois de juillet. Donc ça fait partie évidemment des gros jetons de cet été. Regardez, 440%. Et donc, c'était un coin que j'estimais fort. Donc, c'est pour ça que finalement, je me suis dit, voilà, je vais acheter un pullback. Je pense qu'on est sur un support technique intéressant. Tenter le pullback vaut la peine. Donc, si on reprend les niveaux techniques, on voit bien ici ce support. On voit que le prix a buté plusieurs fois sur le support. On voit ici ce dernier creux avant la hausse. Donc, c'est là où je me suis dit, voilà, pourquoi pas tenter une petite entrée, pullback. Et derrière, évidemment, on peut tenter un trade pour aller chercher à nouveau les 1,30. Alors, évidemment, ce trade aurait peut-être potentiellement marché si Bitcoin et Ethereum n'avaient pas chuté violemment. Mais derrière, forcément, l'Ether et le BTC ont bien chuté. Donc, beaucoup plus de chances que ce trade ne fonctionne pas. Donc, vous voyez qu'ici, on a un setup assez ressemblant à mon setup Popcorn. C'est-à-dire qu'ici, on a un creux. On a d'abord un peu de price action avec des achats tout de même. C'est pour ça qu'on voit ces mèches importantes. Donc, voilà, je me dis qu'il y a des gens qui sont friands d'acheter. On vient enfoncer ici le creux et on le réintègre immédiatement. Paf. Et on remarque la réaction immédiate. Donc pour moi, entre guillemets, c'est un signal assez intéressant sur un creux assez intéressant. Donc je me suis dit, pourquoi pas acheter ici le popcorn. Donc j'ai placé mon point d'entrée sur cette zone et j'avais donc un stop loss de protection en me laissant un peu de place pour avoir raison. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, paf, directement stop loss violemment. Est-ce que j'ai fait du bien d'avoir un stop loss? Est-ce que ça m'a sauvé la vie? Ou en tout cas, ça m'a économisé de perdre beaucoup plus? Bah, pas mal. On voit que le prix l'a dégringolé beaucoup plus ici sur les 1 $. Donc, c'est pour ça, toujours avoir un stop loss, encaisser sa perte sans broncher, passer à autre chose. Comprendre si derrière, il y avait des raisons de prendre le trade. Si oui, donc dans ces cas-là, on ne peut rien se reprocher. Est-ce que derrière, on a pris un trade en faisant quelque chose qui ne correspondait pas à notre approche? Est-ce qu'on a pris de la FOMO? Est-ce qu'on a pris trop d'argent ici? Est-ce qu'on a misé trop, etc. Là, c'est ça qui est intéressant d'annoter, de récupérer comme information. Moi, pour le coup, j'ai pris un trade qui me paraissait intéressant sur un support technique avec tout simplement un scénario price action qui me plaît. J'ai tenté l'affaire, je me suis fait avoir, je passe à autre chose. Mais ça, c'est plus, on va dire, la marge d'erreur du système qu'une erreur à moi. Donc, c'est là la différence. Donc, voilà, c'est fait les amis. Un gain, une perte comme promis. Alors évidemment pour le prochain, on verra si on refait des pertes. Dites-vous bien que c'est jamais drôle de partager des pertes. Ça me va. Malheureusement, ça m'arrive avec les élèves aussi quand je prends des trades dans le challenge qui sont perdants. C'est excessivement frustrant de perdre en général. On s'y habitue en tant que trader. En revanche, là où j'ai toujours du mal à m'habituer, c'est s'il y a des gens qui suivent le trade. Et là, pour le coup, pour moi, c'est encore plus déstabilisant. Mais en revanche, ça fait partie du game et c'est pour ça qu'on trade. On sait normalement qu'il y aura toujours des gagnants, des perdants et que la fin, la suite, c'est d'arriver à avoir plus de gagnants que de perdants et de gagner beaucoup plus sur les gagnants que de perdre sur les perdants. Voilà pour cet épisode de coaching. Alors, je vous rappelle que cette série est pour vous faire découvrir un peu mes méthodes. N'hésitez pas à commenter, partager. Ça montrera le soutien que vous apportez à la chaîne et évidemment, ça aidera d'autres personnes aussi à profiter de ce genre de contenu. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de coaching. Il en reste encore 9, donc accrochez vos ceintures.